Imagine un oiseau, 3 mètres de haut, incapable de voler, avec un crâne aussi long que ton bras. Il ne chasse pas comme un aigle. Il s'acharne sur sa proie comme avec une hache. Et c'était l'animal terrestre le plus dangereux de tout un continent. Pendant plus de 40 millions d'années. Quand les dinosaures s'éteignent, il se passe quelque chose d'étrange. En fait, on s'attend à ce que les mammifères comblent immédiatement le vide. C'est ce qu'on nous a appris. Plus de dinos, les mammifères arrivent. Et voilà. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. En tout cas, pas partout. En Amérique du Sud, qui était alors un continent insulaire isolé, c'est le contraire qui s'est produit. Ce ne sont pas les mammifères qui ont repris le rôle des grands prédateurs terrestres. C'étaient des oiseaux. Des oiseaux géants, incapables de voler, au bec crochu, au crâne massif et aux pattes taillées pour la course. Les Phorus racidés, plus connus sous le nom d'oiseaux de la terreur. Ce n'est pas un surnom tiré d'un mauvais film. C'est un nom qui a été amplement mérité. Ces animaux étaient au sommet de la chaîne alimentaire. Pas seulement quelques milliers d'années, ni même 1 million. Des dizaines de millions d'années. De l'Éocène au Pléistocène. Quelque part entre 41,8 millions d'années avant notre ère. Et la raison pour laquelle ils ont survécu si longtemps est la même que celle de leur disparition finale. L'Amérique du Sud était une île, et les îles changent les règles du jeu. Pour situer le contexte, on parle d'une période où des chaînes de montagnes entières se sont formées puis érodées, où des océans se sont ouverts et refermés. Et à travers tout cela, les oiseaux de la terreur sont restés au sommet. Pas parce qu'ils étaient particulièrement intelligents, pas parce qu'ils étaient particulièrement flexibles, mais parce qu'ils vivaient sur un continent où personne ne pouvait leur faire de concurrence. Mais avant de parler de la fin, parlons de l'animal lui-même. Car rien chez cet oiseau n'était normal. Le plus grand oiseau de la terreur jamais découvert s'appelle Kelenken guillermois. Les fossiles ont été découverts en 1997 par Guillermo Aguirre Zabala, près du village de Comayo, en Patagonie. La description scientifique officielle a été faite en 2007. Lieu de découverte, la formation de Coyoncuara, en Argentine, vieille d'environ 15 millions d'années, au Miocène. Ce qui a été extrait de la roche était un crâne presque complet, mesurant 71 cm de long. C'est le plus grand crâne d'oiseau jamais découvert à ce jour. Peu importe l'espèce, peu importe l'époque. Aucun oiseau n'a jamais eu une tête plus grosse. L'animal lui-même mesurait probablement environ 3 mètres de haut. À titre de comparaison, une autruche atteint 2,70 m dans ses bons jours. Le Kelenken était donc plus grand qu'une autruche, plus lourd et doté d'un bec qui ressemblait à un outil de boucher. En forme de crochet, massif. Le bec seul mesurait 46 cm et se terminait par une pointe recourbée, comme un bec d'aigle, mais dans une catégorie de poids totalement différente. Et c'est là que ça devient intéressant. En 2010, une équipe dirigée par le paléontologue Federico de Grange a étudié la biomécanique d'un oiseau de terreur de taille moyenne nommé Andalgalornis. Grâce à l'analyse par éléments finis, la même méthode utilisée par les ingénieurs pour tester la résistance des ponts et des avions. La question était simple. Comment cet animal chassait-il ? Le résultat ont été sans appel. Le crâne était extrêmement rigide. Les articulations, qui assurent la mobilité chez les oiseaux normaux, étaient fusionnées en plaques solides chez les oiseaux de terreur. Cela transforme la tête en bélier, mais dans une seule direction. Les contraintes latérales, comme le secouement de gauche à droite d'un crocodile déchiquetant sa proie, le crâne ne pouvait pas les supporter. Des tensions élevées apparaissaient alors. Que pouvait-il faire ? Frapper de haut en bas et se retirer. Encore et encore. Comme un boxeur qui frappe avec précision et esquive aussitôt. La comparaison de De Grange était Mohamed Ali. Des coups rapides et précis avec son bec en crochet. Dedans, dehors, dedans, dehors.
Pas de démonstration de force brute, pas de secousse, de la précision. Le Phorus racos, qui a donné son nom à toute la famille, mesurait environ 2,50 m et pouvait, selon des estimations biomécaniques dérivées d'espèces apparentées, comme le Patagornis, courir jusqu'à 48 km/h. Ce serait plus rapide que la vitesse de pointe d'Usain Bolt, qui est d'environ 44 km/h. Un prédateur donc capable non seulement de frapper, mais aussi de poursuivre sa proie. Ses proies étaient principalement des mammifères de petite à moyenne taille, dont les Notongulata, un groupe d'ongulés sud-américains aujourd'hui disparus. Rien d'étonnant. Et un autre détail souvent négligé, les oiseaux de terreur avaient des griffes modifiées aux pieds, rappelant celles des rapaces. Certaines représentations de vulgarisation scientifique comparent cela à la griffe en faucille du vélociraptor. Et la ressemblance est frappante. Toutefois, la littérature spécialisée ne prouve pas clairement s'il s'agit réellement du même mécanisme biomécanique. Ce qui est certain, c'est que leurs pieds n'étaient pas seulement des outils de course. C'étaient des armes. Et combinés à leur bec en forme de hache, ils faisaient de l'oiseau de terreur un prédateur capable d'attaquer sa proie par le haut et par le bas. Maintenant, il faut clarifier une chose. Les oiseaux de terreur ne pouvaient pas voler. Mais à la même époque, dans la même région du monde, il existait un oiseau volant qui jouait dans une toute autre catégorie. Argentavis magnificens. Pas un oiseau de terreur au sens strict. Il appartenait à la famille des Teratornithidae. Mais il vivait au Miocène en Argentine, partageait le même habitat et était, le plus grand animal volant jamais pesé. Son envergure est aujourd'hui estimée entre 5,1 et 6,5 mètres. Des sources plus anciennes mentionnaient jusqu'à 7 mètres, ce qui est désormais considéré comme obsolète. Ouais, mais même à la limite inférieure, c'est la taille d'un petit avion. Un Cessna 152 a une envergure de 10 mètres. L'Argentavis atteignait presque les 2/3 de cette taille, pour un poids de 70 à 72 kg, soit autant qu'un homme adulte. C'est précisément là que le problème commence. Faire décoller 70 kg n'est pas une mince affaire. Chatteri et Templin ont modélisé l'aérodynamisme de l'Argentavis en 2007 dans une étude pour les Proceedings of the National Academy of Sciences. Le résultat, cet oiseau pouvait à peine décoller d'un sol plat. Ses pattes étaient assez puissantes pour un élan en courant ou en sautant, mais ses ailes étaient trop longues pour battre efficacement avant d'avoir pris de la hauteur. Décollage était possible sur un terrain légèrement en pente, mais extrêmement difficile sur une surface plane. Idéalement, il lui fallait une pente, une colline, une falaise ou un escarpement. Et ensuite, il devait utiliser les courants thermiques, comme un planeur. Une fois en l'air, il était brillant. Un angle de planée d'environ 3 degrés et une vitesse de croisière de 67 km/h. Des centaines de kilomètres sans un seul battement d'aile. Mais imaginez un peu la logistique. Vous êtes un rapace qui doit atterrir pour se nourrir. Et à chaque fois que vous vous posez, il vous faut une colline pour redécoller. Ça ressemble à un défaut de conception. Mais ça a pourtant bien fonctionné. La pampa argentine offrait assez de thermique et de vent ascendant sur les ondes. L'Argentavis s'appuyait probablement sur des cycles saisonniers, volant l'été, quand les courants ascendants étaient les plus forts. D'ailleurs, en 2014, l'Argentavis a perdu son titre d'oiseau à la plus grande envergure. Le Pelagornis sandersi, un oiseau marin, avait des ailes 20% plus longues. Mais pour ce qui est du poids, l'Argentavis reste invaincu. Aucun oiseau volant n'a jamais été plus lourd. On ne sait pas exactement de quoi se nourrissait l'Argentavis. Charognard? Prédateur de petits animaux? Il y a des indices pour les deux. Certains chercheurs le comparent à un condor géant, repérant les carcasses du ciel et tombant comme un parachute de plumes. D'autres y voient un chasseur actif, surprenant ses proies au sol par son poids. Ce qui est sûr, c'est qu'un oiseau de 70 kg fondant sur vous, avec un bec proportionnel à sa taille, n'était pas l'invité surprise rêvé pour un mammifère du Miocène.
Et le plus fou, c'est que l'Argentavis et les oiseaux de terreur vivaient au même endroit, au même moment. Le ciel appartenait à l'un, le sol à l'autre. L'Amérique du Sud du Miocène était un continent dominé par les oiseaux, en haut comme en bas. Passons maintenant à l'histoire principale. Pourquoi les oiseaux de terreur ont-ils disparu? La réponse a longtemps semblé évidente. Ou du moins, c'est ce qu'on pensait. Il y a 3 millions d'années, l'isthme de Panama s'est fermé, reliant les deux Amériques. C'est ce que la science appelle le grand échange faunique interaméricain. Les animaux ont migré dans les deux sens, les mammifères du nord vers le sud et ceux du sud vers le nord. Mais cet échange n'était pas symétrique. Ce qui venait du nord était différent. Plus grand, plus brutal, plus spécialisé. Tigre à dents de sabre, loup, ours. Des prédateurs forgés par des millions d'années de compétition intense. Et ils ont découvert un écosystème qui n'avait jamais rien vu de tel. Les prédateurs d'Amérique du Sud étaient des oiseaux et des marsupiaux, efficaces mais organisés différemment. L'ancienne théorie veut que les prédateurs nord-américains aient évincé les oiseaux de terreur. Surclassés. Fin de l'histoire. Ouais, mais ce n'est pas si simple. Des recherches récentes, dont une étude des Proceedings of the Royal Society B de 2024, ont rectifié le tir. Les oiseaux de terreur déclinaient déjà bien avant le grand échange. La plupart des lignées s'étaient éteintes avant même l'arrivée des grands prédateurs du Nord. Des analyses paléohistologiques de 2025 montrent que ces oiseaux avaient une croissance osseuse rapide et continue, contrairement aux espèces insulaires. Cela les rendait moins vulnérables à la concurrence des mammifères. L'explication la plus probable est le changement climatique. Au Pliocène et au Pléistocène, le climat s'est asséché en Amérique du Sud. Les savanes se sont étendues et les forêts ont reculé. Les populations de proies ont alors évolué. Et un prédateur hautement spécialisé, dépendant de mammifères précis dans des habitats donnés, s'est soudain retrouvé en difficulté. Pourtant, un oiseau de terreur a réussi à migrer vers le nord. Le Titanis wolleri, le seul oiseau de terreur dont la présence est attestée en Amérique du Nord. Des fossiles ont été trouvés en Floride et au Texas. Il mesurait entre 1,44 m et 1,87 m. Son poids reste incertain vu l'état fragmentaire des fossiles, mais il pourrait dépasser les 100 kg. Le Titanis a franchi l'isthme avant sa fermeture complète et a survécu plusieurs millions d'années dans les savanes d'Amérique du Nord. Il côtoyait les tigres à dents de sabre et les loups avec succès. Cela réfute la thèse simpliste de la concurrence. Si ces oiseaux ne pouvaient coexister avec les mammifères prédateurs, le Titanis n'aurait pas tenu une semaine. Il a pourtant persisté pendant des millions d'années. Tout s'est arrêté il y a environ 1 800 000 ans. Le Titanis fut le tout dernier. Des datations plus précises indiquent que les derniers oiseaux de terreur ont disparu plus d'1 million d'années avant l'arrivée de l'homme. Aucun être humain n'a jamais vu d'oiseaux de terreur. Les premiers hommes sont arrivés bien trop tard. Ce qu'il reste, ce sont des ossements en Floride et le constat qu'un oiseau, devenu un tueur sur un continent insulaire, a réussi à survivre sur un continent étranger, parmi les prédateurs les plus redoutables au monde. Et ce, bien plus longtemps que quiconque ne l'aurait cru possible. Et c'est là que tout bascule. On parle des oiseaux de terreur comme s'ils étaient une curiosité, une expérience ratée. Mais 40 millions d'années de règne au sommet de la chaîne alimentaire, ce n'est pas un échec. L'Homo sapiens existe depuis 300 000 ans. C'est moins d'1% du temps pendant lequel les oiseaux de terreur ont dominé cette planète. Les oiseaux de terreur ne se sont pas éteints parce qu'ils étaient mal conçus. Ils ont disparu parce que la planète a changé sous leurs pieds. Le climat, la végétation, les proies, tout a basculé. Et un animal de 3 mètres de haut qui attaque des ongulés à coups de bec ne peut pas simplement se rabattre sur des insectes et des baies.
L'ironie suprême. Les oiseaux sont toujours des dinosaures. Chaque pigeon, chaque corbeau, chaque moineau. Les oiseaux de terreur étaient la tentative des dinosaures de revenir après l'astéroïde. Pas comme de petits volatiles, mais comme ce qu'ils étaient auparavant, les plus grands prédateurs terrestres. Ça a fonctionné jusqu'à ce que le monde décide que les règles devaient changer.